Bon dimanche, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de Canal Congo Télévision, amis de l'École du Changement. Chez nous, le principe, c'est que nous faisons la promotion de la bonne gouvernance, des valeurs démocratiques et autres, et nous tordons en tout cas les coups aux antivaleurs, à tous les travers qui empêchent en tout cas la société congolaise d'aller de l'avant. Avec notre invité, Maître Thomas Gamakolo Mputu, qui est spécialiste des questions de Grand Lac. Il est aussi avocat. Avec lui, en tout cas, nous allons revenir sur la problématique des conditions carcérales en République démocratique du Congo. Nous savons tous que la prison, en tout cas, est faite pour réformer les citoyens, est faite en tout cas pour faire en sorte que celui qui est condamné puisse en tout cas sortir de la prison transformé. La prison, en principe, n'est pas un lieu pour détruire les citoyens. C'est pour les réformer, c'est pour, en tout cas, les changer. Nous allons voir un peu un cas emblématique avec Maître Thomas Gamakolo. Maître Thomas, bon dimanche et bienvenue en tout cas sur ce plateau de Canal Congo Télévision et de l'École du Changement. Merci beaucoup. Je voulais réciproque. Je Voilà. suis très heureux Avant de pouvoir nous occuper de notre thématique du jour, donc les conditions carcérales, notamment les cas du député national honorable Edouard Mangachouchou, qui a des problèmes de santé sérieux et qui ne bénéficie pas, en tout cas comme d'autres prisonniers, du droit aux soins appropriés. Avant de pouvoir nous attaquer à cette problématique, je voudrais quand même savoir, vous en tant que spécialiste des questions des Grands Lacs, votre commentaire sur les dossiers brûlants de Goma, l'incident, le carnage qu'on dit de Goma, où on a eu affaire à des miliciens, sans dire des militants de Ouazalendo, il y en a qui sont en prison, d'autres ont été tués. Je ne sais pas votre commentaire par rapport à cette question où on met en cause l'État congolais. Je ne sais pas, vous avez quel commentaire par rapport à cela, très rapidement avant que nous puissions... Oui, très rapidement, comme vous dites, je suis aux côtés de nos forces armées qui abattent un travail de titans au niveau de l'Est. Je suis aux côtés des forces, des groupes, de nos forces républicaines qui essayent tant bien que mal de maintenir la paix et la sécurité dans une zone réputée zone de troubles, réputée zone de non-droit, parce qu'il y a beaucoup de coins à l'est qui sont devenus des no man's land, comme on dit, des zones de non-droit, qui sont contrôlées par des groupes armés multiples, parce qu'il y en a plus ou moins 266, dont 14 sont étrangers et les restes congolais, y compris en ces groupes-là, les plus décriés d'entre eux, c'est-à-dire les M23. Alors, dans ces conditions où on parle de carnage, il ne faut jamais oublier le contexte. Je suis avec les forces armées. Pourquoi? Parce que je considère, moi, quant à moi, en tant que spécialiste, que le monopole de l'usage de la violence légitime doit revenir à l'État. Et donc, je considère que notre armée a fait son travail. Il y a eu, comme on dit, quelques bévues, c'est que nous regrettons. Nous regrettons les morts, nous regrettons des vies humaines perdues, mais nous considérons que nous ne devons pas avoir une intelligence émotionnelle et jeter les bébés et l'eau du bain. Je suis contre toute attaque contre nos forces armées, contre toute attaque contre les autorités de l'État, et je suis contre tous les discours qui disent que l'État congolais a fauté dans ces cas-là. Puisque s'il y a des dérapages parmi les forces, compte tenu des circonstances qui étaient les leurs, nous devons les juger qu'en se plaçant dans la même condition. Puisque vous ne pouvez pas juger la démarche de nos forces armées sans avoir été dans les conditions où ils étaient. Pour ma part, je considère qu'il y a une politisation à outrance de cette question. Il y a une politisation à outrance de cette question parce que nos politiciens qui sont en difficulté d'un discours à quelques mois d'élection veulent utiliser ces carnages comme un moyen pour stigmatiser le gouvernement. Je comprends bien, vous partagez le point de vue du gouvernement à travers son porte-parole Patrick Mouya qui disait que ce qui s'est passé, ce n'est pas une décision gouvernementale de pouvoir massacrer qui que ce soit, mais ce sont des dérapages qui ont été commis par des hommes qui étaient sur terrain et qui se sont retrouvés dans des conditions peut-être qui ne leur ont pas permis en tout cas d'avoir suffisamment de lucidité pour juger de la conduite à tenir. Non seulement que je partage cette position, mais moi je vais même plus loin. Je vais même plus loin parce que je serais même prêt à la limite de défendre ces militaires.
pour la simple et bonne raison que, placés dans leurs conditions, vous imaginez que déjà avant même cette marche, on leur avait déjà dit que c'est une marche interdite. Nous sommes dans une zone qui est une zone sous état de siège. Et donc, la sécurité de la ville prime avant les libertés publiques. Mais ces gens, au travers de leurs prophètes, un certain Ephraim Bissimois, ont décidé, malgré tout, de braver l'autorité et d'aller jusque sur les lieux où la MONUSCO se trouvait, sous prétexte qu'il s'agissait d'un lieu sacré sur lequel il devait faire un rituel. Et il a préparé ses militants à faire les kamikazes, c'est-à-dire à s'attaquer, à affronter, même à main nue, les forces armées. Or, leur dangerosité n'est pas non plus à négliger. Les armes, ce n'est pas seulement les armes à feu. Ils peuvent tuer à l'arme blanche. Quelques temps avant, ils avaient tué un policier à l'arme blanche. Et ces jeunes gens qui viennent fraîchement d'être formés, impressionnés par cette horde de personnes remontées par un prophète qui leur a promis peut-être même l'invulnérabilité face aux balles. Il faut vous mettre dans ce contexte. La marche de la garde républicaine, c'était une marche de dissuasion. Il y a un citoyen normalement constitué, respectueux des règles, des droits, respectueux de l'autorité de l'État. N'allez même pas aller jusqu'à moins d'1 mètre de militaires armés jusqu'aux dents qui ont fait une marche pour dissuader. Et cela est à mettre compte du fait que ces jeunes gens qui sont embrigadés dans des groupes armés, aujourd'hui qu'on appelle Ouazalendou, donc ça dit patriotes, ont dans leur ADN cet esprit rebelle, cet esprit de s'opposer à l'autorité de l'État. Et cela a pu, dans ces genres de cocktails, créer un cocktail qui est devenu mortel. Et les militaires qui ont tiré, certainement qu'ils ont craint également pour leur vie. La crainte de la mort ou la crainte d'un danger dépend de celui qui les ressent. Ça ne dépend pas de nous qui sommes à Kinshasa, qui jugeons. Et aujourd'hui, quand on est en train de fustiger l'armée, ça veut dire quoi? Prochainement, quand ils vont sortir dans la rue et qu'ils s'en prendront. Vous savez que dans leur ADN, ils s'en prennent toujours, c'est généralement au Nilotique, au Tutsi et tout ça. Dans leur ADN, parce que ça, on ne va pas y revenir, ils n'ont jamais accepté qu'il y a des Tutsis congolais, des Congolais Tutsis. Contrairement à ce que l'État, le chef de l'État prône. Il a dit que nous avons, les Banyamulenge sont nos frères, les Tutsis sont nos frères, on n'a rien à voir contre eux, il ne faut pas les attaquer, quand ils sont des civils, quand ils sont... Mais eux, ils sont dans cet ADN. Quand ils sortent, vous ne savez pas qu'est-ce que notre armée peut-être a évité au travers merci. de cela. Donc moi, je ne suis pas... Non seulement que j'épouse la position des gouvernements qui dit qu'il s'agit d'un dérapage, mais non seulement que j'épouse, je dis qu'il faut renforcer au contraire l'autorité de l'État à l'Est pour éviter que de tels carnages arrivent. Ok, merci beaucoup, Maître Thomas Gamakolo. Ce n'était qu'une parenthèse. On ne pouvait pas en tout cas vous laisser partir sans que vous puissiez donner un petit mot par rapport à cette situation, vous qui êtes spécialiste des questions des Grands Lacs. On revient maintenant sur notre sujet du jour. Il s'agit de la problématique des conditions carcérales en RD Congo. Nous disions dans l'entame de l'émission qu'en tout cas, la mission de l'État, la mission de la prison, par exemple, ne pas détruire un citoyen, mais c'est de le réformer. Je ne sais pas, dans les cas d'espèce, vous êtes dans les collectifs de défense de l'honorable Edouard Mangachouchou, qui est en procès à la prison centrale d'Indolo, à la prison militaire d'Indolo, pardon, et qu'aujourd'hui, là, l'affaire est prise en délibéré, vous attendez des verdicts, mais il y a quand même, au-delà de ces verdicts que vous attendez, au-delà du fond de l'affaire donc qui n'est pas encore tranché, vous avez des inquiétudes, surtout de la famille, qui se plaint, qui lance un SOS sur l'état de santé du député national Edouard Mangachouchou, en tout cas qui serait victime d'un traitement discriminatoire, parce que d'autres prisonniers, dans d'autres époques, dans d'autres lieux, ont pu en tout cas bénéficier d'une évacuation sanitaire ou d'un déplacement vers des centres de santé appropriés, mais lui est maintenu en détention malgré son état de santé. Dites-nous un peu comment il va, quelle est en tout cas sa situation au point que sa famille en tout cas puisse lancer un SOS et puisse crier en tout cas auprès des autorités pour qu'on ne puisse pas les laisser mourir dans ces conditions et pour qu'il ait droit, comme les autres prisonniers aussi, à des soins de santé appropriés. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ça, c'est un sujet un peu plus poignant, plus difficile pour moi en tant que, en même temps, avocat conseil de l'honorable Mangachouchou. Nous l'avons accompagné durant
ces procès marathons où il a été question d'avoir au moins 2 audiences par semaine. Il n'est pas ici question pour moi de commenter le procès, ni des verdicts, ni de donner des pronostics sur ce qui va arriver par rapport à son sort sur le plan purement procédural. Et ce que moi je viens ici faire, c'est que je vais porter la voix ici de la famille qui en marge de ces procès. Donc je voudrais donc que ce soit clair dans les esprits de nos téléspectateurs. Nous ne parlons pas du procès. Nous parlons de l'homme, de l'individu, parce que nous jugeons un homme. Et puisque ici c'est un homme qui est jugé, je vais parler de son état physique, mental, actuellement, qui est vraiment alarmant. Et au nom de la famille, je voudrais, en tant qu'avocat de mon client, porter cette voix, parce que comme vous allez le constater, la famille a toujours été plus ou moins silencieuse par rapport à tout cela jusqu'à présent. Mais la raison pour laquelle aujourd'hui la famille estime qu'il vaut quand même, il est quand même mieux de pouvoir parler, c'est parce qu'il s'agit d'une vie humaine qui est en danger à cause de la détérioration de son état de santé. Détérioration pourquoi? Détérioration parce que, comme vous le savez, le fait d'être détenu préventivement dans une prison ne vous enlève pas le droit d'être soigné. Le droit d'être soigné, c'est un droit fondamental qui est rattaché à la dignité de tout être humain, tout celui en tout cas qui est placé parmi l'espèce humaine. Je crois qu'à un certain niveau, même les animaux ont droit aux soins. Puisque la Bible même dit, celui qui ne prend pas soin de son bé est un méchant. A fortiori l'homme qui est l'image de Dieu, lorsqu'il est pris dans les ténèbres de la justice pour une raison ou une autre, on doit quand même se soucier de son état de santé parce qu'on ne juge pas un robot, on juge un être humain. Aujourd'hui, au moment où nous vous parlons, sa situation est telle que il est non seulement malade parce que il y a, par exemple, ses pieds qui gonflent, il y a des cernes sous les yeux, il n'a pas sommeil, il ne peut pas dormir de tous les 2 côtés parce qu'il a une arthrose aiguë qui, au niveau des hanches, dont les problèmes étaient... donc vous voyez, comme on pourrait dire, non seulement ça, mais c'est un cardiopathe reconnu comme tel par la CMK. Il a eu à subir une opération chirurgicale en 2019. Et cette opération chirurgicale lui a laissé avec des séquelles graves. Pourquoi? Parce que, comme vous pouvez le constater, il y a les certificats qui prouvent qu'il a subi une opération chirurgicale en 2019. Et cette opération a laissé des séquelles telles que on peut voir qu'il a en lui des prothèses, c'est-à-dire au niveau de l'artère aorte. S'il s'agit d'une prothèse qu'il a au niveau de l'artère. Et cette prothèse-là devait être évaluée chaque 6 mois pour voir si la circulation est bonne. Et en cas de palpitation, il devait même aller en urgence. Mais vous allez voir qu'il a été arrêté le 1er mars. Nous sommes aujourd'hui le 17 septembre. Donc, plus de 6 mois après, il n'a jamais vu un cardiologue, ni ici sur place, ni à la prison, ni nulle part ailleurs. Toutes les demandes que nous avions introduites pour que notre client, qui a par plusieurs reprises a dit provoquer l'arrêt des audiences, parce qu'il avait des palpitations, on a demandé à ce qu'il soit amené, comme tous les autres, devant leur médecin, devant son médecin, ici à la CMK, pour qu'on évalue, qu'on voie quels sont les pronostics vitaux. Parce que le cœur, c'est un organe vital. Lorsqu'il est atteint, c'est la vie qui est en danger. On n'a jamais, pour justifier, pendant les 6 mois, en tout cas, le refus de donner une suite favorable à votre requête. Bon, il est d'arriver une fois, même en pleine audience, qu'on a soulevé cela. On a écrit, il y a des lettres qui existent, on a écrit au président de la haute cour militaire qui nous a répondu que cela n'est pas de sa compétence, s'il s'agit de la compétence propre des directeurs de la prison qui, selon l'article 60 de la loi portant régime pénitentiaire, a le droit, s'il constate qu'un prisonnier est malade et qu'au niveau de l'hôpital de la prison, il n'y a pas un plateau technique à même de pouvoir prendre en charge cette pathologie, on peut le déplacer pour un hôpital ou un centre hospitalier la plus proche où il peut obtenir, on peut lui prodiguer des soins appropriés. Maintenant, quand vous arrivez devant les directeurs de la prison, il dit non, moi je ne sais rien faire. Si le parquet militaire ne nous donne pas une réquisition de formation pour pouvoir les dépêcher. Mais entre-temps, là-bas, on dit, mais la loi dit, au niveau de l'auditorat général... L'autorité judiciaire et oui, donc on est comme ça. Pratiquement de jouer au oui, et quand vous allez chez l'auditeur général, on vous dit non, non,
Nous, on n'a même pas l'obligation. S'ils constatent qu'il est malade, c'est eux qui ont les malades, ils n'ont qu'à faire un rapport et l'envoyer. La loi ne dit même pas qu'on doit autoriser. Il dit simplement qu'ils doivent nous informer. Alors, nous sommes dans une histoire où personne ne prend la responsabilité de dire qui peut autoriser l'honorable Mwanga Chouchou d'aller aux soins. Mais malheureusement, vous allez constater qu'il y a beaucoup de gens qui sont entrés, après lui, accuser des mêmes faits, qui sont aujourd'hui dans des centres médicaux en train de prendre des soins. Et là, dans des cas d'espèce, le parquet militaire a pris des réquisitions pour que l'autorité carcérale puisse les transférer. Et l'autorité carcérale, qui a même eu à recevoir les organisations des droits de l'homme, comme la Croix-Rouge et tout, il fait aussi, lui aussi se lave les mains. Il dit, mais j'ai déjà fait des rapports. J'ai déjà fait des rapports. Oui, maintenant, dans ces conditions, notre client qui est malade, comment on va faire? Maître Thomas Gamakolo, avant son arrestation au mois de mars, personne en tout cas ne connaissait l'honorable Edouard Mwanga Chouchou. Est-ce que vous avez une idée sur ce qu'il a pu comme ça faire pour que, apparemment, il y a des gens qui l'en veulent au point qu'on empêcherait même de jouir en tout cas son droit le plus naturel de se faire soigner et de sauver sa peau? Comme vous le dites, monsieur l'honorable Mwanga Chouchou, c'est un monsieur qui a vécu un peu, il a plus de 70 ans, il a vécu plus ou moins sa vie de façon paisible et tranquille. C'est pas quelqu'un qu'on chantait par les musiciens, c'est quelqu'un qui a vécu modestement et plus ou moins effacé. Et moi également, je ne le connaissais pas vraiment avant ces audiences. Je les découvre à travers mon travail, mon ministère d'avocat. Et je constate que, y compris sa famille, c'est simplement maintenant qu'ils autorisent qu'on en parle vraiment ouvertement comme ça. Ils sont des gens un peu effacés parce que chaque fois qu'on en parle, ça donne toujours comme l'impression qu'on s'en prend au gouvernement, on s'en prend à l'État. Mais là, je crois que l'intérêt qui est la vie de quelqu'un, ainsi que les politiquement corrects, nous préférons la vie au politiquement correct. Là, il s'agit de la vie. Et nous pensons que notre client, qui déjà est victime de par ses poursuites d'une certaine haine qui est à caractère ethnique, parce que vous allez voir que ces véritables accusateurs, c'est-à-dire des groupes armés qui prétendent avoir été à la base de cette découverte, sont des groupes armés qui ont toujours combattu les gens qui appartiennent à leur communauté. Bon, moi je ne sais pas. Maintenant là, au moment où nous parlons, cette question discriminatoire se pose parce que je constate tout simplement qu'il y a une discrimination dans ce sens que discriminer signifie discerner. Discerner signifie choisir ou distinguer. Ça vient de discernement en latin. Donc je constate que la manière dont lui il est traité, c'est différent de la manière dont les autres dignitaires qui ont été accusés des mêmes faits sont traités. Tous les autres dont j'ai tais les noms, parce que j'estime que c'est leur droit qu'ils soient traités. Tous les autres ont bénéficié dans des conditions similaires des soins médicaux. Certains sont même à l'étranger. Donc constatons tout simplement que quelqu'un, par exemple, je prends un exemple simple. Là vous allez voir, c'est un cliché de la CMK qui montre que sa hanche ici est totalement bousillée et que toute cette hanche-là doit être remplacée. En ce qui lui concerne, lui, on considère que ce sont des mascarades. Et pourtant, il y a tous ces documents que je vous présente. Est-ce que c'est possible ces documents sont entre les mains de la Cour, sont entre les mains du parquet. C'est possible qu'un hôpital aussi prestigieux comme CMK puisse contribuer à une mascarade parce que pour aider votre client, par exemple, à jouer au faux malade. C'est possible? Non, ce n'est pas possible parce que c'est une institution crédible où même des ambassades comme celle des États-Unis envoient des gens là-bas et dont les résultats sont sincères. Et il a été effectivement opéré parce que j'ai montré ici que ces certificats ici, quand on dit médical, c'est en anglais, montrent qu'il a été opéré et admis à Netcare Mill Park Hospital en Afrique du Sud. Donc vous constatez que quand vous voyez ces documents, en tout cas, il n'y a rien d'inventé. On ne peut pas inventer une maladie juste pour échapper à la justice parce qu'il a coopéré avec la justice jusqu'à la prison. Est-ce que quelque part, on n'a pas et toutes les autorités, excusez-moi de vous le dire, ont ça. On a écrit depuis le mois d'avril pour demander, et même les libertés provisoires qu'on demandait, c'était en basant sur ces pièces qui sont déposées dans les dossiers judiciaires. Mais nous constatons que le traitement est différent. C'est-à-dire qu'on ne veut pas s'y passer. Il y a une discrimination. Est-ce qu'on peut vraiment dire qu'il y avait une crainte pour que, en lui accordant ces libertés provisoires, ou peut-être en lui permettant d'aller dans un hôpital qui peut, comme ça, s'évader ou fuir?
Non, la Peut-être que crainte c'est ça là, la crainte, c'est une crainte peut-être quasi c'est la nulle. crainte peut-être des autorités carcérales. C'est une crainte quasi nulle. Pourquoi? Parce que l'honorable Mangatutu, pour ceux qui ne savent pas, était député. C'est un élu du peuple. Depuis au moins 2006, il siège à l'hémicycle. Il a toujours vécu publiquement. Il n'a jamais vécu en clandestinité. Il ne sait même pas comment on peut vivre en clandestinité. Donc, vous comprenez qu'il n'y a pas de crainte de sa fuite, compte tenu de sa notoriété en tant que député. Et puis, il a des intérêts ici au Congo. C'est son pays. Il ne peut pas aller vivre en exil, tout simplement parce qu'on lui reproche des faits qu'il lui considère qu'il n'a pas commis. Lui se considère comme étant innocent. Et puis, je vous informe qu'il jouit jusqu'à ce stade, à ce jour, de la présomption d'innocence. Donc, il n'y a pas de crainte possible. Ce qui est difficile pour nous à accepter, c'est que, par exemple, quand je suis allé le voir hier, j'ai vu qu'il avait des paupières qui étaient gonflées, j'ai vu que ses pieds étaient gonflés, qu'il y avait des bleus, des choses comme ça. Quand on voit ça, en tant qu'avocat, nous avons aussi ce rôle-là de préserver ses droits les plus fondamentaux. Nous craignons, par contre, de les perdre, parce que si aujourd'hui, M. Mangatutu, il advenait qu'il meurt en prison dans ces conditions, après toutes ces dénonciations, ça ne grandirait pas notre pays, ça ne grandirait pas notre État. On croirait que dans notre pays, on discrimine certaines communautés. C'est pourquoi j'en appelle d'ailleurs, j'en profite de cette émission pour, au nom de la famille, lancer un cri d'alarme et appeler les chefs d'État. C'est vraiment un appel pathétique que je lance au chef de l'État, le magistrat suprême, c'est lui qui est le garant du bon fonctionnement des institutions, de s'y pencher un peu pour voir pourquoi est-ce que lui, seulement lui, ne peut pas voir des médecins. Pourquoi lui et pas les autres? Vous voyez, ça c'est une question fondamentale. Et je crois que le chef de l'État n'est pas au courant de cette situation. Le chef de l'État sait certainement qu'un des députés est jugé et qu'il attend des verdicts. Mais les maltraitances en marge mais au niveau, de ces procès, il ignore. C'est pourquoi nous croyons à la magnanimité du chef de l'État. Nous en appelons à la magnanimité du chef de l'État, à l'humanisme du chef de l'État qui est légendaire, pour qu'il puisse quand même s'y pencher, afin qu'il aille voir les médecins. Mais il a quand même, il est député national jusqu'à présent. Il est présumé innocent, mais il a quand même des collègues avec lesquels il a eu à siéger pendant des années. À ce niveau-là, je ne sais pas, est-ce que vous avez mené des démarches au niveau du Parlement pour quand même le faire comprendre que leur collègue, malgré qu'il est en face à la justice, mais il a droit à la vie et que son droit à la vie semble en tout cas être ignoré. Bon, l'attitude du Parlement, je n'aimerais pas critiquer ça ici, mais depuis le début de cette affaire, le Parlement est aphone et inaudible. Il y a eu le Conseil national des droits de l'homme qui a été installé par le Parlement, donc qui exerce cette mission de pouvoir vérifier le respect des droits de l'homme, et y compris pour lui, qu'il a visité. Ça n'a jamais donné de suite. On attendait beaucoup de cette visite, puisqu'ils ont constaté par eux-mêmes que sa situation de santé a beaucoup périclité. Sa santé est devenue vraiment plus que précaire. Vous vous souviendrez qu'au début des audiences, il venait se tenant sur ses deux pieds. Aujourd'hui, il ne sait même plus marcher parce qu'au niveau de la hanche, comme je vous ai présenté dans les clichés, c'est vraiment tout est bousillé. Et donc, c'est une hanche qui devait être remplacée en entièreté le 27 mars et tout était fait pour. Même le Parlement avait déjà autorisé. Mais malgré cela, le Parlement n'a jamais rien dit. C'est-à-dire qu'il est placé parmi les pestiférés, les ennemis, les diables de la République, en raison de son appartenance à l'ethnie Tutsi. Peut-être. Donc vous avez comme l'impression que... Sa tutsité fait qu'il n'a pas droit à cet égard-là. Donc vous avez comme l'impression que lui, il est considéré dans certains milieux... Un pestiféré. Comme Jésus-Christ qui doit payer pour tous les péchés je l'ai dit. Aurait commis par exemple, je ne sais pas, son groupe ethnique. Oui, je crois. Je crois qu'il souffre aussi de cet état de fait. Et lorsqu'il dit qu'il ne se sent pas bien, tout de suite c'est considéré comme étant comme de la comédie. Mascarade, comme de la comédie. Et c'est pourquoi je me suis donné même cette peine de présenter les certificats qu'il a été effectivement opéré à cœur ouvert en Afrique du Sud en 2019 et que cela nécessite pour sa remise en état un examen régulier tous les 6 mois et en cas de palpitation immédiatement. Là, par exemple, hier, j'étais avec lui, il s'est plaigné, il dit, maître, j'ai des palpitations. Mais je me dis, aussi en tant qu'avocat, au-delà des aspects judiciaires, est-ce que moi, j'ai prêté serment d'exercer ma profession avec humanité? Est-ce que je peux laisser ces messieurs dans cet état-là sous prétexte qu'il n'a pas encore été jugé? Parce que moi, je considère que l'humanisme que nous avons, nous sommes tous humains. À moins qu'on dise que les membres de leur communauté ne sont pas des humains. Si, en tant que tout, on considère qu'il est humain, je crois que
ce qui est les droits de tous les humains doit être aussi ses droits. Nous devons quand même veiller à ce que ces droits fondamentaux soient respectés. Mais à l'espèce, je considère que ces droits-là sont bafoués, et ils sont bafoués de la pire des manières, parce qu'aujourd'hui, s'il meurt, il n'y aura plus de procès, il n'y aura plus rien du tout, et on ne va même plus le condamner. Ce verdict va trouver qui? Il faut le maintenir en vie, puisque si jamais il advenait à être condamné, il doit pouvoir purger sa peine. Mais je ne vois jamais de morts purger leur peine. Donc comprenons qu'ici, c'est vraiment une histoire qui n'a rien à voir avec les accusations, avec le procès, avec quoi que ce soit. Il s'agit d'un humain, et je pense que les membres de sa communauté sont des humains aussi, et que ce titre-là doit être soigné. Voilà, merci beaucoup maître Thomas Gamakolo. Grosso modo, vous lancez en tout cas un SOS de la famille de l'honorable Edouard Mangachouchou pour que, au-delà de l'affaire qui est en procès, qui est mise en délibéré, qu'on puisse en tout cas tenir compte de son droit à être en vie, de son droit à être en bonne santé, de son droit à se faire soigner comme il est sérieusement malade et comme vous l'avez démontré en tout cas à travers ces documents. Mais autre chose aussi, vous vous plaignez aussi, vous en tant qu'avocat de la famille, avocat de l'honorable Mangachouchou, que ces droits à ses propriétés ont été en tout cas violés, qu'on aurait en tout cas touché à son patrimoine. En fait voilà. Dans ces procès, en marge, pas dans les procès, mais en marge de ces procès, profitant du climat rwandophobe, tutsiphobe ambiant, ainsi que de la guerre d'agression et des attaques du M23, il y a une recrudescence des discours incitatifs à la haine contre les gens de sa communauté, ce qui donne aux agents même des parquets, des services de renseignement, les coups de franche pour agir comme bon leur semble, un peu comme si on était dans la cour du roi Péto, oubliant que nous sommes dans un état de droit où la propriété privée est protégée. Et donc, je voudrais donc ici dire à l'intention des téléspectateurs et même de l'opinion publique nationale et comme même internationale, parce qu'on ne sait jamais, ils peuvent aussi nous suivre. Là, je lance aussi un appel toujours à notre chef d'État que nous aimons bien, qui est épris de justice et de l'état des droits, de rappeler et nous lançons aussi un appel là pour dire que même ces propriétés, y compris les propriétés de son épouse, comme par exemple la ferme que son épouse avait à Kindobo, toutes ces choses-là ont été accaparées par des agents de renseignement, de l'ANR, qui sont maintenant pour l'occasion, ils se sont transformés en propriétaires fonciers, en train de distribuer des terres. Les poissons qui étaient dans les terres ont été mangés dans le cadre de l'enquête. Les poules ont été mangées dans le cadre de l'enquête. Et d'autres batteries, des choses qui n'avaient rien à voir, notamment avec les procès, parce qu'il s'agissait de chercher s'il n'y a pas des armes ou quoi. Tout a été emporté. Et là où maintenant nous trouvons que tout était maintenant là, comme la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est que dans ces comptes en banque, les enquêteurs qui ont eu en possession son appareil, ces appareils téléphoniques, qui n'ont pas été utilisés dans le cadre du procès, mais ces appareils ont néanmoins été utilisés, et lesquels appareils ont été par contre utilisés dans le cadre du vol de plus ou moins 100 000 dollars américains. Tenez-vous bien, 100 000 dollars américains. En francs, dans ces comptes en francs comme en dollars, à la banque Equity. Vous êtes juriste. On a ponctionné cela. Vous êtes juriste, maître Thomas Gamakolo. Est-ce que c'est prévu dans le code pénal que quand on arrête quelqu'un, on doit aussi s'en prendre à ses biens? Vous savez, les conditions carcérales dont vous voulez parler au début ne disent pas que lorsque quelqu'un franchit les portes de la prison, il n'est plus un être humain, il n'a plus de droits. Les droits de la propriété, c'est un droit sacro-saint qui est protégé même au travers de notre Constitution. Il n'y a aucune disposition légale qui permet à un enquêteur, qu'il soit de la DEMIAP, de l'ANR ou même du parquet, de l'auditorat, rien ne l'autorise à utiliser les objets saisis pour raison d'enquête pour aller perpétrer des crimes. Nous avons donc dénoncé cela auprès de la haute cour qui nous a dit que ce n'était pas de son apanage et nous a renvoyé auprès de l'auditorat général qui a ouvert une enquête sous RI. Cette enquête est en cours, mais ça fait maintenant bientôt 3 mois que l'enquête piétine. Et on est tenté de nous renvoyer dos à dos. Nous allons à la banque dit non, nous avons déjà envoyé les images à l'auditorat. Vous arrivez à l'auditorat dit non, ces images, il y a des flashs, mais il y a seulement un seul flash où on voit des gens, dans l'autre flash c'est vide. Et donc nous sommes en train de faire les yo-yo comme ça entre l'auditorat et la banque.
personne ne veut assumer la responsabilité de cette somme qui s'est volatilisée. Et pourtant, les 100 000 sont bel et bien volatilisés et les gens l'ont bel et bien pris. Et pendant que notre client était en prison, parce que le vol de cet argent a commencé le 4 mars. Mais les 100 000, on ne peut pas les prendre en une seule fois. Non, ne prenez pas en une seule fois. Mais est-ce que la banque n'a pas constaté que les propriétaires du compte étaient arrêtés et que les personnes qui venaient, par exemple, prendre cet argent-là, ce n'était pas lui ou bien il n'avait pas de procuration et ce n'était pas possible? Bon, ils ont utilisé les appareils. La modalité, bon, ça c'est pour sa défense, mais pas totalement. Je crois que la banque a les devoirs de prudence quand il constate qu'un client qui n'avait pas l'habitude de prendre par jour 1 000 $ ou qui ne faisait même pas, très rarement, des retraits dans les comptes, qui, du coup, comme ça, en l'espace d'un mois, se voit retirer 32 000 $. Donc, tantôt dans un ATM à Goma, tantôt dans un ATM au Royal, tantôt dans un ATM ici au boulevard, tantôt dans un ATM à Kitambo. Vous voyez un peu, la banque pouvait quand même se demander qu'est-ce qui se passe. Mais bon, la banque estime que comme ce sont des sommes qui sont dans les limites des sommes qui pouvaient être retirées, ils ne devaient pas s'en offusquer. Mais moi, je considère qu'il y a quand même un devoir de prudence parce que ce n'est pas leur argent quand même, ils doivent protéger leurs clients. Donc, je trouve que quand même... Est-ce qu'il y a-t-il moyen aussi, au-delà, par exemple, d'une action en justice contre ces enquêteurs-là qui détenaient les téléphones, qui donnaient les documents? Est-ce qu'il n'y avait pas moyen... Il les faisait moyennant téléphone. Rester en justice contre la banque elle-même? Toutes les voies sont ouvertes. Mais nous n'agissons pas par nous-mêmes. Notre client maintenant a d'autres soucis. C'est-à-dire d'abord d'être soigné. D'abord la vie. Les restes sont liés au droit à la vie. Parce que s'il ne vit plus, je crois que même cet argent, il ne ferait rien avec. Et ce qui nous préoccupe le plus, d'abord, c'est sa vie. Mais dans une moindre mesure, nous souhaiterions quand même que les parquets puissent activer cette enquête, puisque ce qui ne nous plaît pas, parce que depuis la plainte, aucun individu n'a été entendu. Même pas ceux qui ont pris sur le PV ces appareils. Parce qu'on sait quand même qui a pris l'appareil. Il y a un PV qui a été dressé, il y a des noms, quelqu'un qui a signé, qui l'a récupéré. Ces gens n'ont jamais été entendus. Si c'est fait là. Aujourd'hui, au moment où nous parlons, moi-même, je ne sais pas très bien où se trouvent ces appareils. Mais ces appareils ont commis des forfaits. Sont utilisés. On utilisait même son Facebook. Vous comprenez? Ça veut dire qu'un objet saisi, en principe, il est scellé. Personne n'a le droit de l'utiliser. Mais là, on l'utilisait. Et de la pire des manières, même pour commettre des infractions, des vols dans les comptes. Et plus de 100 000 $, c'est pas peu d'argent. Donc, ce type s'est donné un salaire. Chaque jour, il prenait 1 000 $. Mais il est là, il court les riz, il m'entend au moment où je parle. Et l'auditorat général qui nous a promis, qui a promis à la famille de les retrouver, ne s'active pas à notre sens vraiment comme nous le souhaiterions. Mais nous espérons, nous continuons à croire à la justice. Donc, nous espérons que peut-être à cause de cette émission ou après cette émission ou même qu'à cause du fait que cette histoire maintenant est connue, ils vont accélérer. Ça peut être considéré en tout cas comme un scandale. Oui, c'est un scandale. Et je crois que ça c'est un scandale. Pourquoi? C'est pas aussi bon pour l'image de nos institutions. Voilà, c'est pourquoi nous souhaitons à ce que le plus rapidement possible, cette question soit dénouée, cette question soit réglée. Nous comptons sur l'auditorat général qui nous a promis, en tout cas, dans un délai bref, de pouvoir clore cette affaire et de trouver qui sont à la base de ces gens d'opprobre qu'on veut lancer sur nos institutions. Et moi, en tant qu'auxiliaire et partenaire de la justice, mon vœu le plus cher, c'est que la haute cour, ou disons l'auditorat général plutôt, voudrais-je dire, puisse activer cette enquête et que des gens se sentent quand même inquiétés. Sinon, ça sera l'impunité. Puis c'est ceux qui ont cassé la ferme, qui ont abattu des vaches, qui ont abattu des arbres. Ils les faisaient à quel titre? Au titre du fait qu'ils ferment à Rwandais. Vous comprenez? Et si cela commence à gangréner même les institutions judiciaires, ça serait très dangereux pour la sécurité de nos compatriotes de cette communauté. 60 secondes et on est arrivé à la fin. En tout cas, les bonnes choses ne durent pas et à la télé, c'est le temps. Votre mot de conclusion, avant que nous puissions en tout cas boucler la boucle. Bon, mon mot de conclusion il est suivant. Je crois fermement que notre chef d'État, le garant de la nation, le magistrat suprême, n'est pas au courant de cette situation. C'est ce qui justifie d'ailleurs même, qui rend même cette émission pertinente. Nous, au travers de cette émission, nous lançons un appel vibrant et pathétique au chef de l'État, qui est le garant des bons fonctionnements même de la justice, de veiller, de faire en sorte que les droits les plus fondamentaux de notre client soient préservés, notamment les droits à la vie,
les droits à la propriété privée, les droits à pouvoir avoir ses biens propres qui soient préservés et que des instructions idoines puissent être données à toutes les institutions pour qu'on puisse quand même rendre justice à l'honorable Mwangachuchu Easy Edouard, qui est non seulement malade, mais aussi spolié, en plus de ça, dépouillé même de son argent qu'il a travaillé pour pouvoir investir. Voilà, merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous. Nous notons que vous lancez en tout cas un cri d'alarme auprès des autorités, et surtout auprès du chef de l'État, pour qu'en tout cas justice soit faite à l'honorable Edouard Mwangachuchu, qui est bien sûr devant la justice, mais dont les droits à la vie, en tout cas, et à des soins de santé appropriés, ne peut pas en tout cas être éludé. Et merci en tout cas d'avoir été avec nous. Merci à l'équipe technique et nous prenons en tout cas rendez-vous prochainement pour un autre numéro de votre émission École du Changement. Bye, à la prochaine.